Quelle revanche pour Carlos Sainz après son passage par l'hôpital et son forfait lors du Grand Prix d'Arabie Saoudite. Éjecté de son baquet chez Ferrari au profit de Lewis Hamilton l'année prochaine, c'est lui qui décroche la victoire en Australie. Débrief complet du Grand Prix de Melbourne avec nos tops et nos flops. L'effet Vasseur commence-t-il à jouer du côté de la Scuderia avec ce doublé? Une chose est sûre, oui, Max Verstappen n'est pas invincible, contraint à l'abandon. Red Bull s'est montré moins à l'aise ce week-end. L'écurie pousse-t-elle trop fort, ce qui explique ses problèmes de fiabilité? Et que dire de l'écurie Mercedes qui souffre d'une inconstance chronique et de plus en plus en proie au doute? Débat. Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode dont on refait la F1. Merci pour votre fidélité, n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Likez la vidéo s'il vous plaît, vous le savez, qu'on refait la F1 dispose désormais de sa propre chaîne YouTube. Je vous invite donc à vous abonner en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de la vidéo si vous nous regardez encore sur la chaîne d'On refait le Mac. Elle sera encore disponible quelques temps sur la chaîne d'On refait le Mac avant de basculer définitivement sur YouTube, sur la chaîne d'On refait la F1. Abonnez-vous donc. Et attention, nouveau jour de diffusion, vous le savez, On refait la F1, c'est désormais chaque lundi soir, après un Grand Prix, on débat à chaud avec pour arbitrer nos fanats du paddock, dont l'expertise, comment dire, est parfois de mauvaise foi, notre team principal, monsieur Éric Boulier. Bonjour Éric. Bonjour à tous. À mes côtés, notre polémiste de la F1, on le surnomme Monsieur Helmut Merko, grand fan de Lewis Hamilton, un peu en deuil cette semaine. Monsieur Laurent Bantanach. Bonjour Laurent. Bonjour tout le monde. J'ai rien à voir avec Helmut. Rien. Merko, oui, Mercedes. Rien à voir avec Helmut. Arrête, c'est toi le tyran. Aux couleurs des bleus de l'écurie alpine, bien qu'elle broie du noir cette semaine. Guillaume Pommier. Bonjour Guillaume. Bonjour à tous. C'était pas tout à fait noir. Ouais, quand même. À ma droite, les tifosi, les fans de Ferrari, à commencer par Alain Di Duca, alias Don Camillo. Monsieur Di Duca, écoutez. Ah, Don Alberto. Les cloches de Maranello ont sonné ce week-end. Alors Bonjour à tous. Vos prières ont été exaucées. Oui. Bon. Et aux côtés, notre maire qui est rouge de bonheur cette semaine, Fabrice Marcella, alias Pépone. Et bonjour. Bonjour à tous, bonjour à tous les tifosi. Et quant à moi, je demeure, vous le savez, un supporter de Fernando Alonso, qui a été honteusement rétrogradé ce week-end. On en parle dans un instant. Monsieur, est-ce que vous êtes prêts pour un petit radio check? Allez, on enchaîne. Claire, on enchaîne avec le débrief du Grand Prix d'Australie. Premier chapitre avec Sainz, la revanche de Sainz sur le sort de ses infortunes de santé. Il était à l'hôpital il y a encore 2 semaines. C'est vraiment impressionnant de revenir si fort. La revanche également sur son coéquipier, Charles Leclerc, qui n'a jamais été en mesure de l'inquiéter. Alors je me tourne vers les tifosi. Allez, la performance de Sainz est quand même assez impressionnante. Elle est exceptionnelle. Moi, j'ai été très impressionné. Ça vous fait marrer, mais c'est la réalité. C'est la réalité, notamment parce que finalement, c'est quand même un pilote qui actuellement, il a des fortes tensions, notamment pour l'année prochaine, pour essayer de trouver quand même sa future écurie. Et il fait le job. Il montre que c'est potentiellement un futur champion du monde avec Ferrari. En tout cas, moi, j'y crois. Il a fait le job. Futur champion du monde cette année. Cette année, bien sûr. Vous allez virer le champion du monde à la fin de l'année. Non, mais toi, quand tu rêves petit. Moi, je rêve grand. Oui. Et donc, je pense que naturellement, Nous, c'est le champion du monde intérimaire. Non, il n'est pas champion l'année prochaine. Il est champion du monde cette année. D'accord. Il sera champion du monde cette année. En tout cas, j'ai le sentiment qu'il est libéré. Il a plus le poids finalement. Il est délivré, c'est ça. Il est délivré. Moi, il m'a fortement impressionné. Je compte sur lui. En tout cas, pour faire de Ferrari la championne du monde qu'elle mérite d'être encore une fois, cette année en tout cas. Alors la revanche, on l'a dit, donc Camille, sur Ferrari, qui l'a écarté au profit de Lewis Hamilton. En tout cas, il se révèle. Est-ce que tu penses que Carlos Sainz a changé cette année? Il n'y a pas que cette année. Déjà, il est en progression depuis 2 ans. Il était à une demi-seconde il y a 2 ans. Et puis là, il est au moins au niveau de Charles. Donc, c'est pas rien. Il faut l'admettre. Quoi. Donc, alors, chapeau. Il se positionne en tout cas en force pour l'année prochaine. Rappelons qu'il n'a pas de volant, Laurent, pour l'année prochaine, pour 2025 pour l'instant. Non, il n'a toujours pas de volant. Après, l'an dernier, c'est toujours intéressant. Sur les 20 derniers Grands Prix, il n'y a que 2 victoires non Red Bull. Les 2, c'est lui qui les a. Ouais, et c'est 2 Ferrari en plus. C'est 2 Ferrari et c'est lui qui les a. Ouais. Donc, tu te dis, il y a les 20 dernières victoires, il y en a 18 chez Red Bull. Les 2 seuls qui n'ont pas Red Bull, c'est lui qui les a.
Moi, tu sais que j'ai toujours dit que toi, tu n'aimes pas. Tu dis toujours il s'est fait virer de toutes les écuries là où il est allé. Oui. Moi, je trouve que ce pilote, je trouve qu'il a l'agnac. Je trouve que c'est un team familial. Hein. Ils sont hyper soudés. Tu vois, moi, j'aime bien. Il a un bon réseau. Il a un bon réseau, mais au-delà du réseau, il y a une image. Je trouve qu'il dégage une image familiale. C'est son cousin qui est son agent. Son père est toujours là, un peu beau gosse, des valeurs, une grosse culture, tu vois, une grosse éducation. Je sais pas si ça compte pour beaucoup quand il pilote. Hein, mais... Non, le côté beau gosse. Relations publiques, ça compte. Je dis juste que humainement, c'est un mec. Il a assez peu. Il a pleuré quand on lui a mis des points. On n'aime pas les pleureuses et on a face à nous Nadia, hein, donc de Nadia Reis qui est là avec nous. Elle ne veut pas passer de l'autre côté. Viens avec nous. On n'y arrivera pas. Une prochaine émission, mais on parlait. On n'aime pas les pleureuses. On disait ce matin et Hamilton peut l'être. Leclerc l'a été. On en parle après. Lui, il a été quand il a eu sa pénalité. Il savait qu'il allait avoir sa pénalité quand il est dans les stands il y a un an, jour pour jour. Il remonte il y a un an. Oui, mais ce que je veux dire, c'est. Mais à part ça, c'est un. J'ai pas le droit de parler. Non. Une idée. Là, c'est pas dans tous les sens. Pas dans tous les sens. Moi, j'aime bien ce pilote. La question était, il n'a pas de volant pour 2025. En tout cas, il se révèle et il marque des points, Guillaume. Il n'a pas encore de volant pour 2025, mais il en aura très certainement un. Ouais. D'ailleurs, c'est peut-être une erreur de Ferrari de l'avoir mis sur le côté. Ils ont cédé à la folie médiatique de voir Hamilton chez eux. Mais Sainz est un excellent pilote et il va rebondir soit chez Audi, soit chez Mercedes, soit dans une autre écurie. Je voudrais rectifier. Folie médiatique, il faut un peu se calmer là. Hein, parce que ce n'est pas une folie médiatique ce que Ferrari a fait. C'est un gigantesque coût économique. Il n'y a qu'à voir l'action Ferrari qui fait plus 10% au moment où Hamilton arrive. C'est les nouveaux réseaux sociaux. Il n'y a qu'à voir il y a qu'à voir le compte TikTok de Ferrari. Je veux dire, c'est une équipe qui, en termes de communication, effectivement est loin. Mais ce n'est pas une communication par hasard. C'est au service de la finance. Moi, ça me rappelle un petit peu l'arrivée de Messi au PSG. C'est très économique, mais sportivement, ça n'a pas amené grand-chose. Allez, on se tourne vers notre équipe principale, savoir sentiment sur Carlos Sainz. A-t-il changé et au-delà où tu le vois l'année prochaine? Changer, alors oui, il se bonifie avec le temps, comme on dit. Il prend de l'expérience. C'est un très bon pilote qui s'est construit, comme on dit. C'est un besogneux. Hein. C'est pas un pilote qui est né avec un talent exceptionnel. Évidemment qu'il va vite, mais il a su aussi se construire lui-même, apprendre, se développer. La victoire de l'année dernière chez Ferrari, je pense que ça a été une étape supplémentaire pour lui prendre un peu de l'assurance. On l'a vu d'ailleurs plus régulier. Voilà, c'est un excellent pilote qui ce sera toujours là si l'autre fait défaut en fait. Donc on parle maintenant effectivement là où il sera l'année prochaine, je lui souhaite d'avoir continuer sa belle carrière et en tout cas vu son image corporate, sa facilité à pouvoir converser avec des grands sponsors et autres, son image, oui chez Audi en fait ce serait un très bon pilote pour Audi. La piste Audi, donc c'est la piste numéro 1, d'autant plus que son papa est un pilote Audi. Hein. La piste numéro 2, ce serait Red Bull, puisque c'est aussi son papa un pilote Red Bull, et qu'il a fait ses classes chez Red Bull, Eric. Non, il n'y a pas de Red Bull déjà, ne reprend jamais, rarement les anciens, on va dire. Une fois que tu es passé par la machine Red Bull, tu es soit broyé, soit champion. Non, tu es soit broyé, soit Verstappen. Hein. Oui, mais c'est ça. Il y a eu Vettel avant. Oui, il y a eu Vettel, ouais. Mais non, il a été broyé, mais après, par Ferrari. Je vois pas du tout Sainz repartir là-bas. Son futur, c'est plutôt Audi. Ouais. Et Mercedes, tu y crois pas non plus? Et je pense, connaissant les gens autour de Sainz, ils doivent parler même à ceux qui sont pas encore là, quoi. Ils parlent à tout le monde. Donc, je pense qu'ils essayent. Ils ont dû tâter le terrain. Je suis pas sûr que Sainz ait la carrure d'être un vrai numéro 1 comme un Lewis par exemple ou un Max et dans ce cas face à Russell ça va pas être très évident. Il y a sûrement des discussions. Après on sait tous qu'Antonelli est quand même, alors même si en F2 c'est pas encore ça, c'est le protégé de Toto et de Mercedes, donc il sait que si tu signes chez Mercedes ou si tu signes chez Red Bull, tes jours sont comptés déjà avant de signer le contrat, donc je pense que chez Audi, il a plus d'opportunités à long terme, on va dire. Par contre, le chemin sera long avant de truster les premières places, hein, quand on voit où est aujourd'hui Sauber, mais on aura l'occasion d'en parler d'ici la fin de la saison. On continue le débrief complet du Grand Prix de Melbourne avec nos tops et nos flops.
avant notre inventaire de top et de flop, un petit clin d'œil à nos sponsors cette semaine. Il s'agit de NordVPN qui vous propose un bon plan, une solution pour sécuriser votre navigation sur le net. Et pour vous, fans de F1, une solution économique et simple pour regarder la F1 sans abonnement ou presque. Laurent vous dira tout dans un instant. Messieurs, quels sont vos tops et vos flops de ce Grand Prix de Melbourne? On commence avec Mister Pepone, monsieur le maire. Bon, alors le top, excuse-moi. Non, mais on laisse d'abord parler l'Église. Séparation de l'Église et de l'État, s'il vous plaît. C'est ça le problème. Allez, allez-y, attention. Allez, on y va. Aïe, aïe, aïe. Bon, le top, je pense que vous vous en doutez, c'est le doublé Ferrari, bien sûr. Enfin, ça fait combien d'années qu'il n'y a pas eu de doublé Ferrari 2 ans. 2 ans. Bahreïn 2022. Voilà. Donc, c'est le 86e quand même. Hein. De quoi? Le 86e, tu disais? Le 86e doublé, oui. Voilà, donc je pense que ça, c'était exceptionnel. Ça m'a fait passer un très bon dimanche. J'ai pu me réveiller dans de très bonnes conditions, vous l'avez compris. Et le flop, pour moi, c'est le choix de Williams. Qui n'a pas été payant d'ailleurs. Rappelle-le pour ceux qui n'auraient pas suivi. Eh bien en fait, Alex Albon, au moment des qualifs, si je ne me trompe pas, ou des essais, voilà, a eu un accident qui a rendu complètement inexploitable sa monoplace, qui n'a pas pu être réparée. Et donc Williams explosé son châssis. Williams a fait le choix de lui donner la voiture de Logan Sargent. Son coéquipier. Donc il a sacrifié Logan Sargent. Il l'a sacrifié, ils l'ont sacrifié. Comment dirais-je, les probas ont montré qu'il avait plus de chances de gagner que son coéquipier. Bon, les probas, c'est pas la réalité. Hein, ensuite, la course n'a pas donné raison aux probas. Ce qui est sûr, on peut comprendre la décision d'équipe. Toutefois, quand on est le pilote, j'imagine que ça a dû être extrêmement difficile à vivre. D'autant plus que lui n'avait pas commis de faute. Finalement, il était tout aussi légitime pour lui, en tout cas, de mener cette course. Voilà. Donc, pour moi, voilà, c'est ça le flop de ce circuit. Allez, une brève réaction en plateau sur le choix de Williams ou pas? Ah non, mais moi, je fais une très rapide. J'ai été le premier à vous l'annoncer dans le groupe de discussion. Quand j'ai vu tomber la news, j'ai été assez étonné parce que je trouve que, bien sûr, Albon a beaucoup plus de chance et je comprends la décision managériale. Après, je pense que c'est la porte ouverte à foutre un bordel, à te faire imploser une équipe, quoi. Donc, j'avais dit, ce qu'il faut, c'est qu'Albon marque des points. Si Albon marque ne serait-ce qu'un point, tu vois, on aurait dit bon, super, l'autre a 0 points, Albon a quelques, tu vois, et en fait Albon n'a pas marqué de points, donc je trouve ça très dur, humainement, je trouve ça très dur. Monsieur le team principal, cette réaction en tant que Tipeee, tu aurais pris la même décision? Est-ce que Sargent, c'est pas quelque part presque un pilote payant? Alors, ta question, il y a plusieurs questions. Mais oui. Logan Sargent, si c'était un pilote payant, il n'aurait pas laissé son baquet. Ouais. D'accord, puisque forcément, payant, t'achètes un service et autres. Après, la décision, si tu te positionnes en tant que fan des pilotes, oui, effectivement, on est tous déçus, pauvre Logan Sargent. Maintenant, ça reste un business, les gars. Je suis désolé de dire ça. Je sais que ça va calmer un peu l'ambiance, mais ça reste un business. Et alors, Guillaume, là, tu vas pas aimer ce que je veux dire, mais quand tu vois une équipe qui est sur un genou, voire les deux, ou carrément qui jatte, ils en profitent. Donc, ils se sont donné les moyens de pouvoir peut-être marquer un point. Tu parles de qui, là? Pour prendre leur distance vis-à-vis d'Alpine, vis-à-vis des autres. Parce que à la fin de l'année, si tu es 10e du championnat ou si tu es 6e, c'est pas le même chèque. Donc là, il n'y a plus d'amis. Voilà. Et donc, Logan Sargent est un pilote payé, même s'il doit y avoir forcément un deal commercial autour de lui. Et donc, voilà, tu prends tes meilleures chances de scorer un point. Ça n'a pas marché. Alors oui, après, on peut toujours avoir une opinion et dire c'est pas gentil vis-à-vis de Logan, mais le mot gentil n'existe pas en F1, donc je le rappelle quand même. Good job. Solid. Very solid. Alors donc, Ami, tu voulais prendre la parole tout à l'heure, ton top et ton flop. Oui, non. Mais bon, en tout cas, je suis tout à fait d'accord avec le team principal, ça me paraît tellement évident. Top flop, le top, pour moi, c'était simple. C'était ou Ferrari / Vasseur ou Carlos. Je mets Carlos parce que Ferrari, on en aura d'autres. Donc, priez encore. Et prions. Et le flop, je dirais qu'il y en a un là qui descend aux enfers et qui retrouve sa période de McLaren, c'est notre ami Ricardo. Là, je pense que ça sent très très mauvais pour lui, d'autant qu'il pourrait être une victime collatérale du petit fight entre notre ami Helmut et Christian Horner, quoi. On sait bien que Ricardo, c'est pas Helmut, hein, c'est Christian, donc là aussi, bon. Qui veut réagir aux difficultés de Daniel Ricciardo?
Tu as le droit de parler, Guillaume. Je sais que tu es dans des petits souliers, tu as peur qu'on t'attaque sur Alpine, mais défends-toi. Non, mais j'ai pas grand-chose à dire sur Ricciardo. Il est en difficulté. C'est un peu étonnant de le voir aussi en retrait par Aussi rapport bas. à Tsunoda. Ouais. Bon, après, c'est vrai qu'il y a 10 secondes sur 60 tours, quoi. Donc ça fait 1 ou 2 dixièmes par tour. C'est beaucoup, hein, mais. En qualif, il n'est pas si loin de ça. il est pas son si tour loin. est annulé parce qu'il y a un dépassement de Ligne. piste, ligne. Mais sinon, il est en Q2. Hein, Mais c'est assez étonnant. Il est C'est dans vrai le que top je l'attendais plus proche de Tsunoda ou un Moi, peu j'aime devant. bien ce petit, j'aime bien. Moi, je l'aime bien. Ouais. Daniel Ricciardo. Allez, Guillaume, tu as la parole. Quel est ton top et ton flop? Mon top, c'est Carlos Sainz, évidemment, qui a été magistral, en Grand Prix magistral. Il a été le leader incontestable de Ferrari pendant tout le week-end. En qualification, il est devant Leclerc. En Je ne peux course, pas lancer une rumeur, mais peut-être qu'il pourrait aller chez Alpine l'année prochaine. on verra bien. Pardon. On verra bien. Et alors, il a été leader chez Ferrari. Il a aussi été proche de Red Bull. Il a mis un peu en difficulté Verstappen en qualification. Alors, il termine 2 dixièmes derrière, mais il joue la pole pendant toute la qualif. Et en course, au début du Grand Prix, en fait, il a fait plus que jeu égal avec Verstappen, donc il y avait quand même un souci. Et non, il a fait aucune erreur. Il a eu super qualif, très bonne gestion des pneus. Alors évidemment, il avait l'air propre devant lui en course, donc ça aide. Grand Prix. Et puis il n'y avait plus Verstappen, ça aide aussi. Grand Prix magistral. Voilà, quand Red Bull se rate, Singapour 2023 ou Australie 2024, c'est Sainz qui rattrape et qui gagne. En flop? En flop, les tir-off. Heureusement qu'il y a les tir-off, sinon il n'y aurait pas d'enjeu dans ces grands prix. Flop, les tir-off. Alors pour expliquer un petit peu ce choix, les tir-off c'est quoi? Déjà, c'est les protections sur les visières des pilotes. Alors ça part d'une très bonne intention, c'est pour que les pilotes puissent enlever certaines visières. Ouais, le surplus d'huile, les mouches. Voilà, quand il y a des débris, des saletés qui viennent sur ces protections, et du coup pour la vision du pilote, c'est bien. Moi, le problème, c'est que quand ces tir-off sont jetés sur la piste, ça peut poser des problèmes, puisque ça peut aller dans les écopes les châssis et écopes de frein et autres, les autres pilotes. Moteur. Et d'ailleurs, ça avait été rappelé par le regretté Charlie Whiting en 2016, quand il y avait déjà eu des problèmes de tir-off en piste. Et les conséquences ont été grosses pendant ce Grand Prix. Alors vous, ça vous affecte peu parce que vous n'aimez pas Alpine et vous n'aimez pas Pérez. Mais Pérez... Même se poser la question pour... Voilà, on a dit qu'on les aimait pas. On aime Ferrari. Oui, voilà. J'ai envie de dire que... attention à ce que tu dis. J'ai envie de dire sur ce plateau, honnêtement, le destin de Pérez importe peu. C'est dur. Hein. Et celui d'Alpine, de la peine, Guillaume. Celui d'Alpine aussi. Alors, je vais quand même rappeler, après je vais m'arrêter, mais je vais rappeler juste 2 choses. Les tir-off ont contraint Pérez dans sa remontée. Il remontait comme une balle. Les leaders de ce Grand Prix, ils venaient de dépasser le grand Fernando Alonso, et puis Fernando Alonso du coup tire off, et après il a été empêché de remonter sur les McLaren. On a vu un changement de rythme en fait entre le début et la fin, et apparemment d'après Red Bull ça lui a coûté 20 points sur l'aérodynamisme. Marco est en bord de piste avec une canne à pêche et balance le tir off. Et le deuxième exemple, n'arrête pas là parce que du coup le deuxième exemple est encore plus important, c'est Alpine, les pauvres Alpine qui Ocon était sorti de la Q1, ils jouaient les points. Il jouait les points brillamment. Oui. Non, brillamment. Et en fait, lui aussi a été victime d'un tir-off. Il a dû faire un arrêt additionnel qui lui a empêché de jouer les points avec les Haas et Albon. Dommage pour Alpine. Je suis pas sûr que et on ne veut rien dire, mais Alpine qui joue les points avec Haas et Albon. Enfin bon, bref. Bien. Donc côté, monsieur le team principal, monsieur Eric Bouillet, quel est ton top et ton flop? À moins que tu veuilles réagir. Alors, mon top, non. J'ai oublié Laurent, mais Laurent viendra après. Il vaut mieux pas. Après, non, alors l'histoire des tir-off, effectivement, je l'ai expérimenté aussi, ça, effectivement, des tir-off où d'un seul coup, tu perds 1 seconde sur la piste, tu ne sais pas pourquoi, et puis quand après la course, tu t'aperçois qu'il y a un petit bout de plastique qui est coincé dans tes écopes de frein, qui n'a pas fondu, cet enfoiré. Donc, de toute façon, c'est juste un principe donc, pour rester écolo qu'il ne faut jamais jeter de plastique. En fait, voilà. Eric, il n'y avait pas une mesure de la FIA qui obligeait les pilotes à le garder dans le baquet quand ils les retiraient? Non, parce qu'en fait, ils se faisaient souffler en fait, et donc c'était pire en fait parce qu'il y avait une chance qu'il remonte et aille dans la botte à air. Ah, c'est encore pire. Alors, ton top, mon top cher. Ferrari, évidemment. Ferrari qui ont été très présents malgré
Charles qui a peut-être fait une petite erreur en qualif, mais un Carlos très très solide. Et Charles qui a fait le boulot, quoi. Et le flop, moi j'ai mis Mercedes parce que c'est assez étonnant vu la structure technique qu'ils ont, l'expérience. Alors même si effectivement on peut toujours trouver des excuses avec Lewis qui s'en va et autres, je trouve étonnant que ça fait maintenant 3 ans que ça tourne en rond, quoi. Il n'y a pas de direction prise, quoi. C'est vraiment je mouline. On parle de haut et de bas, mais en fait, je pense qu'il y a un moment il va falloir casser cette spirale et taper du poing sur la table chez eux, quoi, pour que ça change, quoi. Ouais. Alors non, une réaction, monsieur. Non, par là. Alors, si tu veux pas répondre, on a une solution pour toi, mon cher Laurent. On t'a préparé une petite surprise. Regarde, c'est pas rien que pour toi. Voilà. Ne cassez pas tout le studio, monsieur. Non, il casse le studio. Mais attends, moi, ce que j'ai. Moi, j'avais la poupée vaudou. J'avais la poupée vaudou pour essayer. Que tu t'habilles correctement. Voilà. Tu peux mettre ton s'il te plaît. C'est un cadeau. C'est un cadeau de Don Alberto, le curé de Maranello, qui souhaite que tu sois dorénavant habillé un peu correctement. Je pense que. Oh, purée. Voilà, donc il faut que tu le mettes tout de suite. Tu dois le mettre tout de suite. Voilà, c'est parti. Si on va ranger la casquette. Voilà, on va ranger, c'est fini. Voilà, c'est fini. Voilà. Donc on a vu qu'il était assez impatient d'ailleurs, mais alors fais attention à ton micro. Je vais faire attention à mon micro. Voilà, tout beauté. Alors qu'est-ce que tu as pensé des prestations de Hamilton et au-delà de Mercedes? C'est vrai que ça fait 3 ans ça te va bien. Et que ça ne semble toujours pas avancer, toujours les vieux démons d'instabilité chronique de la voiture. Alors. Terrible. Il va bien en plus. Non, alors, j'écoute moi ce que dit Eric parce que ici c'est notre maître à tous. Bah oui. Mais j'entends ces mots et quand il dit c'est étonnant qu'une écurie avec cette histoire et cette expérience tu vois ingénieriale se plante, et c'est vrai que c'est choquant, surtout qu'on entend depuis le début, mais ça fonctionne en simulateur. Et c'est là où tu dis à un moment donné il y a une espèce de remise en cause parce que bon, la première année tu dis ça fonctionne en simulateur et tu te prends une tôle, tu dis bon ok, la deuxième année tu te rends compte que tu n'y arrives toujours pas, tu arrives la troisième année en ayant copié le concept de Red Bull et tu es toujours pas là, il y a quelque chose qui va effectivement pas. C'est pour ça que bon là j'ai le truc, mais moi j'avais carrément sorti la poupée vaudou quoi, qui vient directement de la Nouvelle-Orléans, de la maison avec les dreadlocks de Lewis Hamilton, de chez Marie Laveau, qui est une des plus grandes prêtresses vaudou, en me disant il y a plus que ça de vrai quoi. C'est parce que là donc oui donc mon top moi c'est l'abandon de Verstappen qui a laissé la chance aux autres et du coup Ferrari l'a super bien saisi. J'aurais préféré qu'il soit en course. Ouais, mais j'aurais préféré gagner. Mais moi ça va être dur. Je vais vraiment être comme tout à l'heure. Eric a dit la Formule 1 c'est un monde dur. Moi je suis presque content parce qu'au moins on a eu une autre victoire. Voilà. C'est tout. Et ton flop? Non, mon flop c'est la piètre qualité de. Tu n'as pas fait tes top et tes flops encore. Non. Ah c'est pas ça. Non, il a juste répondu à Mercedes. J'ai juste répondu à Mercedes. Oui, mais c'était ça. Donc vous n'avez rien à rajouter sur Mercedes. Donc sur le fait que comme depuis 3 ans une écurie 7 fois champion du monde. Là il y a 8 fois. Et à quel moment on remet en cause le simulateur en fait? Il y a quel moment on met en cause peut-être? Je sais pas. C'est ce que j'entends. C'est ça. Moi j'ai du mal à comprendre. Les problèmes s'aggravent. C'est-à-dire qu'il y avait. Eric veut répondre. J'ai vu la bouche. En fait c'est. En fait, tu as même des équipes de corrélation, en fait, des correlation engineers qui sont là pour ça, à la base, justement, pour faire vérifier en permanence. Il faut savoir que tous les vendredis matins, les voitures sortent des stands truffés de capteurs, plus de 200, une partie de ces capteurs, c'est uniquement pour recorréler avec le fameux simulateur. Donc effectivement, il faut trouver le chat noir, il se balade à Brackley quelque part. Voilà. Et on sent vraiment que Lewis Hamilton est impatient de passer du côté Olivier, de Maranello. est-ce que je peux dire un mot sur Mercedes? Allez, fais-toi plaisir. Il y avait des problèmes structurels chez Mercedes avec une voiture effectivement difficile à conduire, une fenêtre très serrée d'exploitation, mais là, on a des problèmes conjoncturels qui sont ajoutés. La fiabilité avec Hamilton, moteur. Donc là, pour le coup, c'est encore un nouveau problème. Et le deuxième, c'est le pilotage. Le pilotage avec Russell. C'est pas la première fois en fait que Russell fait des erreurs d'inexpérience en fin de Grand Prix. Et le malheureux Fernando Alonso a été pénalisé honteusement, comme tu l'as dit, par la FIA. C'est pas moi qui le dis. Juste, si Russell ne se sort pas derrière, Alonso n'est jamais pénalisé. Donc c'est juste une décision en fait on va en parler. On a un chapitre d'exception contre le pauvre Alonso et qui vient en fait refléter l'erreur de pilotage de Russell. Alors Laurent, je t'ai zappé, excuse-moi, ton top et ton flop. Non, je t'ai dit, mon top c'est le fait que
dès que tu sors Verstappen, qui a des opportunités. C'est l'abandon de Verstappen, c'est ton C'est l'abandon de Verstappen, mais pas Verstappen, pas contre Verstappen que je dis ça. C'est l'ouverture, l'ouverture que ça permet, et je suis content de dire que ce soit saisi, c'est ce que je disais. Mon flop, c'est cette espèce d'inefficacité de Mercedes, et c'est pas un flop sur ce Grand Prix là. Hein. C'est vraiment c'est l'accumulation de 3 années c'est indigne d'une équipe comme ça. Je vais être obligé d'aller chez Ferrari. Hein. Ouais, c'est-à-dire c'est prévu. Non, moi ce qui me faisait peur, c'était. Je ne sais pas si vous avez vu ces images durant les essais libres au virage 9 et 10, cet enchaînement ultra rapide. Moi, le Grand Prix d'Australie est vraiment de plus en plus spectaculaire, je trouve, avec ce nouveau tracé. Et quand on voit à chaque fois comment les Mercedes ont décroché à plusieurs reprises et ont failli se prendre gravement le mur à cette fois-ci, hein, Hamilton et Russell, on se dit vraiment, il faut être en confiance aussi pour réussir. C'est vrai qu'on ne leur donne pas forcément les âmes pour ça. De mon côté, mon top et mon flop, eh bien, c'est plutôt le petit Piastri. Moi, je l'aime bien. Je trouve que c'est un futur champion du monde. Il n'est que 4e. Il a frôlé d'un cheveu le podium. Hein, il est juste derrière son coéquipier Norris. Mais on sent qu'il monte en puissance. Et Dieu sait si Norris est un client. Voilà. Et puis, donc moi, je pense que vraiment, c'est le grand talent à suivre pour les prochaines années. Moi, si j'étais Mercedes, c'est de ce côté-là que j'irais. Mais bon, après, apparemment, il est verrouillé par McLaren. Je ne parle pas d'Alpine, bien sûr. C'est deuxième saison en plus, hein, si je ne me trompe pas. C'est sa deuxième saison. Ouais. Après, il était devant Norris et McLaren lui a demandé de passer derrière. C'est pas non plus une course exceptionnelle. Quoi. Voilà, Norris qui... D'où le commentaire très anglais de Lando qui dit Piastri n'est plus d'un débutant et on sent qu'il prend ses aises. Très british. Voilà, Lando qui est désormais le pilote qui compte le plus d'arrivées dans le top 3. En fait, c'est ça. En fait, c'est ça. Il a 14 podiums sans victoire. Et c'est le seul. Derrière, il y a 13, je crois que c'est. J'ai dit, c'est qui ? C'est Nick Heidfeld, je crois, qui en a 13 sans victoire. Bon, lui, il est Jean Alesi, mais finalement, il a eu sa victoire au Canada. Oui, il en a une. Oui. Oui, donc en fait, il n'est pas dans ce classement. Mais on a 2 autres pilotes. Hein. On a Stroll et je ne sais plus quel est l'autre pilote aussi qui ont 2 podiums, tu vois, ou 3 podiums et sans. Mais Romain Grosjean aussi a eu beaucoup de podiums sans victoire, malheureusement. 10. Il n'y en aura aucune, malheureusement. Mon flop, peut-être ça vous intéresse. On l'a peut-être presque oublié. C'est Sergio Pérez qui n'est que 5e. Il partait de loin, c'est vrai. Il n'avait pas le rythme, il a un problème avec le tir-off. Mais ça montre encore une fois la valeur ajoutée d'un Max Verstappen dans l'écurie Red Bull, et que si Red Bull est si invincible, elle le doit beaucoup à Max quand même. On a tendance parfois à l'oublier. Un petit mot quand même pour conclure ces tops et ces flops sur Verstappen, qui, non, il n'est pas invincible, Verstappen. On pensait même qu'il passait à travers tout. Là, enfin, il ne peut rien. Il peut rien. Il peut rien. En presque 2 ans. Voilà, il ne peut rien. Lui, il n'a rien fait pour être battu, quoi, finalement. Il a été battu par sa propre voiture. J'aurais préféré qu'il reste en piste. Non, on a senti quand même Red Bull moins à l'aise. Red Bull, oui. Ce week-end, de manière générale, ils étaient moins à l'aise lors des essais, les essais libres. En qualif, ils sont revenus au bon moment. Est-ce qu'ils ont... Enfin, je ne sais pas comment... Oui. Non, mais c'est ce qu'on se disait dans les précédentes des briefings, c'est qu'on a quand même une écurie qui prend des risques. Ouais, la plupart du temps, ça paye. Ouais. Et là, ça n'a pas payé. La question, c'est est-ce que Ferrari aurait gagné si Verstappen était resté en piste ? Est-ce que Sainz aurait pu terminer devant Verstappen ? C'est compliqué. Quand à prendre des risques, ça fait déjà 2 fois que Brembo cause un problème. Hein. Charles, Brembo, ce sont les disques de c'est les disques, voilà. Et donc, voilà, c'est peut-être de là que vient le problème. Donc, est-ce que c'est prendre un risque, dire je prends du Brembo plutôt que je ne sais plus quelle était l'autre marque française. Carbone Industrie. Voilà, Carbone Industrie. Je sais pas, mais bon. Faut toujours mieux acheter français. Monsieur le team principal. Ça m'aurait étonné, tiens. J'allais lancer une tacle, mais attention, il y a du matériel italien et du matériel français. Ouais, mais c'est... Le matériel italien, il est arrivé 1 et 2. Ouais. Allez, on parle d'Italie. Ferrari en progrès. Est-ce que c'est le début d'un effet Fred Vasseur ? Avant de parler de l'effet Fred Vasseur, un mot au sujet de notre sponsor Laurent. Il s'agit de NordVPN. Ouais. Bah écoute, on en parle, on est très content que ce soit notre sponsor. C'est hyper intéressant parce que c'est une suite applicative qui a plein de fonctionnalités, dont celle qui est la plus connue, hein, c'est la possibilité de se connecter depuis l'extérieur de la France avec une adresse en France, donc de regarder éventuellement la Formule 1 en France, ou alors de pouvoir se connecter quand on a des contenus auxquels on n'a pas accès, de se connecter dans un autre pays. Si on est à l'étranger, quand vous regardez un Grand Prix en France, on peut aussi grâce à ça. Exactement. Sur ton abonnement français de la chaîne qui le diffuse, tu peux le suivre comme ça. Et donc en fait, c'est une offre qui est très sympa. Hein. Tu peux avoir jusqu'à 4 mois supplémentaires avec un abonnement. C'est que
dalle. Hein. On parle de 2,5 €, 3 € par mois. Hein. Donc, pour plein de fonctionnalités. Donc voilà. Une fonctionnalité pour votre ordi, votre iPhone ou votre Android ou votre tablette ou votre Apple TV indispensable si vous souhaitez moins de 2 cafés par mois. Voilà. Suivre et avoir des contenus originaux sur NordVPN. Il suffit de cliquer dans le lien qui est dans la description de la vidéo ou encore de scanner le magnifique QR code qui s'affiche à l'écran. Alors, on revient à ce Grand Prix d'Australie et à la victoire éclatante de Carlos Sainz. Est-ce qu'on peut parler d'un effet Vasseur ? On l'a vu déjà dans l'organisation des stands ou la gestion des changements de pneus qui sont vraiment... ça tourne comme une horloge suisse, si je peux me permettre cette comparaison. Il vient de Suisse, l'ami Vasseur. Oui, c'est vrai qu'il vient de Suisse. Enfin, oui. Qu'est-ce qui se passe, Guillaume Monnier ? Il vient surtout de France. Oui, d'accord. Il était chez Sauber. Oui, bien sûr. Bon, vas-y. Non, mais... Prends des risques. Oui, il y a un effet Vasseur. Il y a un effet Vasseur. Et je pense que les pilotes le disent. On sent une équipe aussi peut-être à la recherche de la performance. On voit que la stratégie est bonne. On voit que lorsqu'on change les pneus, on est dans des temps acceptables, aussi performants que Red Bull ou Mercedes. Donc j'imagine que tout ça, c'est pas lié uniquement. C'est lié, voilà. Même la strat, la stratégie, parce qu'il y a tout qui voilà. fonctionne. Et tout est aligné, quoi. Donc bravo Vasseur. Ouais. Il y a eu sans doute aussi le travail dans le cadre de l'écurie, je veux dire, la nouvelle voiture qui permet plus de réglages, de mieux comprendre ce qui se passe, et la communication des pilotes. Quand on voit Charles qui s'épanche un peu trop après sa pas très bonne séance de qualification, le lendemain, hop là, on a tout calmé, on dit ravi, etc. J'imagine quand même que Fred a dû lui dire, camarade, tu vas un peu te calmer et tu vas avoir une communication corporate. Je pense que ça fait partie du job aussi de Fred. Alors, Leclerc qui était en difficulté, c'est l'ombre au tableau de cette victoire de Ferrari ce week-end se doubler, en difficulté en qualif, en difficulté pendant le Grand Prix. Qu'est-ce que vous pensez de son comportement Eric, de ton côté, comment tu as jugé la performance de Leclerc ce week-end ? Elle est quand même de très bonne facture. Il ne faut pas non plus lui jeter la pierre. Après, c'est une certaine attitude qui est peut-être pas tout à fait la bonne. Notamment, je pense à son commentaire quand il fait son erreur justement en qualif où c'était pas son problème, c'est le problème de l'équipe. Ça montre en fait dans des phrases comme ça où on a un peu d'adrénaline et on est peut-être un peu moins réfléchi que il a quelqu'un aujourd'hui, Carlos Sainz, qui a pris confiance, qui est toujours là, qui a faim, et que Charles, malgré le confort d'avoir renouvelé son contrat pour plusieurs années, il va falloir quand même que s'il veut devenir champion, il faut peut-être monter un peu le niveau, le ton, l'agressivité peut-être, et ça passe peut-être par aussi des changements perso, dans l'approche. Donc effectivement, il y a peut-être besoin de aussi faire un petit reset là. Et puis les faits Vasseur, il y en a un parce que il y a un gros travail de fond. Message à Alpine d'ailleurs, good luck. Il y a un gros message de fond parce que c'est vrai qu'il faut d'abord tout remettre les bases sur pied avant de commencer à aller chercher la performance pour aller cultiver les meilleurs. Une petite réaction à Leclerc. C'est vrai qu'on le disait déjà l'année dernière, ça fait longtemps qu'il n'a pas aligné tout ce qu'il doit aligner sur un Grand Prix pour tout enchaîner, aligner toutes les planètes. C'est difficile, on sent qu'il y a une énorme frustration de son côté. Il était déçu, Charles Leclerc, même à la fin du Grand Prix, alors qu'il fait deuxième, mais c'est la réaction presque naturelle d'un compétiteur ambitieux, mais juste frustré. Parce que quand Red Bull ne gagne pas et que Ferrari a l'opportunité, c'est pas lui qui gagne, c'est Sainz. Et en fait, vous avez le décalage quand entre... Quand il perd, c'est pas lui qui perd, c'est Ferrari. Mais il y a ça aussi. Ouais, et il y a le décalage entre en fait, la perception qui est « je suis le numéro 1 de Ferrari, le premier pilote », et la réalité... en fait, c'est le deuxième, parce que c'est Sainz qui est devant en ce moment. Et du coup, ça crée une frustration chez Leclerc. Je pense qu'il faut qu'il se remette en cause. C'est un excellent pilote, l'un des meilleurs de sa génération. C'est juste un problème conjoncturel. Bon, tu penses que c'est un épiphénomène qui va retrouver... Oui, je pense. Quand Hamilton va revenir, il pourra plus facilement revenir. Mon père. Alors regardez, c'est une photo qui m'a été inspirée par Don Camille qui passe ses dimanches sur Instagram au lieu de s'occuper de la messe. Regardez, on a trouvé la solution après la messe. Ouais, on a trouvé la solution pour Leclerc. Il suffit d'aller se retirer un appadicite et on se met à gagner un Grand Prix. Est-ce que c'est pas ça l'arbre secret? C'est rigolo, monsieur Don Camille, mais on peut se poser la question s'il ne faut pas avoir un membre en moins pour pouvoir gagner. Ouais, d'ailleurs, c'est une question que Fred se pose aussi, lui qui gère tous les dossiers de Ferrari. Oui, bien sûr.
Allez, on enchaîne avec le fait d'après-course. L'odieuse pénalité octroyée à Fernando Alonso. Olivier, tu peux pas faire un lancement comme ça où tu prends parti. Comment, Vivement que Nadia arrive présenter cette émission. Exactement. Pour que c'est pas objectif du tout, ça. On puisse te taper dessus, que tu puisses dire que justement, c'est odieux. Non, extrêmement choquant quand même. Hein. C'est presque red flag. Hein. Non, c'est moi qui attribue. Yellow flag pour tout le monde. Voilà. Alors, belle course d'Alonso. Je suis d'accord avec toi. Qui a misé sur les pneus durs au départ, qui se classe 5e avant d'être rétrogradé 2-3 places suite à la sortie de route de Russell. Trouvez-vous cette pénalité injuste? Ne commençons donc pas le débat avant le début de la question. Injuste ou pas injuste? On a entendu. Trouvons-la juste. Tu vois, tu l'as dit. Tu dis injuste. Je dis ce que je veux. Tu vois déjà, c'est. Voilà. Red flag. Alors, juste ou injuste? Tu l'auras la parole. Il n'y a pas eu d'accrochage. Ben oui. Donc on a du mal à comprendre, vu de l'extérieur, la légitimité d'une telle pénalité. Alors, en regardant un petit peu, j'ai compris que la réglementation imposait aux pilotes de ne pas ralentir de façon aussi brusque. Non, mais je donne juste la compréhension. Moi, je la trouve plutôt injuste, effectivement. Il n'y a pas eu d'accrochage. Non, mais c'est ce que j'ai dit dans mon avant-propos. C'est pas écrit, mais je l'ai dit. Voilà, donc je suis partagé, en fait. Soit ça fait partie des règles et il l'a pas respecté et on le pénalise. Okay. Est-ce que la règle est juste? Ça, c'est un autre débat. On va interdire de freiner. Mais vu de l'extérieur, on comprend pas. On va interdire de freiner. D'après ce que les commissaires disent, en regardant la télémétrie, il a freiné 100 mètres plus tôt que la normale. C'est son droit de freiner 100 mètres plus tôt. Juste avant une courbe qui est quand même relativement dangeuse. Arrête. Au code de la route, on va te mettre de sa vitesse. Que cherchait-il à faire, quoi? Voilà, est-ce que c'était mettre en difficulté? Il cherchait à booster sa sortie de courbe pour prendre de la vitesse en sortie de virage. Ça s'appelle du pilotage. Ça s'appelle du pilotage. Vous vous souvenez de son combat contre Schumacher? Quelqu'un qui se défend. À Saint-Marin, entre lui et Schumacher, lorsqu'il était chez Renault, je veux dire. C'est difficile, en tout cas. Mais surtout, si en fait on pénalise ça, on va pénaliser beaucoup de comportements dans chaque Grand Prix. Quoi. On peut plus rien faire. En plus, c'est totalement hasardeux. Encore une fois, si Russell ne se sort pas derrière, il n'y a pas de pénalité. Quoi. Enfin, je trouve que c'est vraiment c'est bizarre. Non, je blague en disant ça et je suis d'accord avec vous. Mais bien sûr. Non, c'est pas le côté injuste qui me pose problème, moi. C'est le fait que les règles soient complexes. Et dans un sport, quand les règles sont trop complexes, on met une barrière à l'entrée qui rend le sport illisible. Et c'est ça qui m'ennuie. Quand je revois des images, là, on va fêter les 30 ans de la mort de Senna, donc il y a plein de vidéos qui ressortent. Tu vois les combats que les gars se menaient, les mecs, ils passaient avec 2 roues dans l'herbe, ils se doublaient, ils prenaient des raccourcis et il n'y avait aucune pénalité. Quoi. Tu vois, c'était la seule chose où tu te faisais pénalité, c'est si grosso modo, tu rentrais dans l'autre et tu le sortais, quoi, tu vois. Oui, encore. On se souvient d'un final de championnat. Tout à fait. Et encore. Mais c'est pour ça que je veux dire, je trouve qu'aujourd'hui, il y a un petit peu trop de règles. Oui, tu as mis trop de distance, tu as mis trop de trucs. Et finalement, pareil, tu vois, là, c'est vrai qu'on essaye d'éviter les risques. Regarde aux essais pour Pérez, il a pris une pénalité. Ouais, on lui a dit à la dernière seconde, attention, il y a quelqu'un qui arrive et il prend une pénalité. Je trouve ça ennuyeux. Je trouve ça pas clair. Je trouve ça illisible. Et ça me saoule. Donc, je suis d'accord avec vous. J'ai une question parce qu'il s'est pris 3 points en moins sur sa licence. Il a combien de points? Est-ce qu'il peut repasser sa licence si jamais comme... Dans la saison, il les récupère. C'est 12. Je crois que c'est 12. Mais moi, il faudrait demander à Eric. Parce qu'en fait, Hamilton, il y en a plusieurs qui se sont retrouvés à quelques points. Il y a Romain Grosjean aussi. Romain Grosjean, à quelques points. Donc les mecs étaient pas loin du risque. Good job. Solid. Voilà. Monsieur le team principal, votre avis sur cette honteuse pénalité? C'est 12 points. C'est 12 points. Et après, effectivement, si tu arrives à 0, en fait, tu as des courses de suspension. Alors, tu as pensé quoi de ces pénalités? Allez, Eric. Alors, non, mais alors, il y a 2 débats encore. Je suis désolé, je vais faire non, mais tu as 2 débats. Je suis d'accord avec Laurent, il y a trop de règles. Ça, c'est clair que la F1 aujourd'hui a empilé, voire compilé les règles et les a compressées et a remis des couches et des couches et des couches. Et il y a trop de règles aujourd'hui en F1. Maintenant, la règle, elle est claire, c'est que si tu freines à un endroit inhabituel et que tu changes ton rythme de course, il y a pénalité. Guillaume a raison, il n'y aurait pas eu de pénalité si Russell était resté sur la piste, mais comme il ne l'est pas, alors il y a eu pénalité parce qu'il y a eu forcément enquête, on va dire investigation. Ouais, il a surtout été déventé. Hein. C'est pas tellement qu'il est c'est pour ça qu'il sort. C'est pas le coup de frein qui le dévente, c'est que voilà. Je n'ose croire à une compensation de la FIA, de Mohamed Ben Sulayem par rapport au Grand Prix de Jeddah l'année dernière. Je n'ose le croire. Allez, un mot quand même sur Alpine, qui Ocon, tu l'as dit, qui arrache quand même la Q2.
pour finalement se classer. Ça a été mon soulagement du week-end. 16e. J'ai passé un très beau samedi. Gasly 13e. Ah, très beau, c'est. Mais oui, mon samedi a été vraiment enjolivé par cette belle Q2 de Alpine. Vraiment, Qu'est-ce que ce sera contre un Q3 hein, alors là, non, après, blague à part, non, mais on est encore très loin, évidemment, des objectifs initiaux qui sont de se battre avec les meilleurs pour être champion du monde, gagner les courses, en tout cas les podiums. Et la réalité, après, effectivement, il y a 2 petits points positifs quand même qu'il faut souligner, et je suis là pour le dire. C'est effectivement cette sortie de la Q1 d'Esteban. Et puis la deuxième, c'est quand même que sans le tir-off, je pense que Ocon était à la lutte pour les points, pour les points avec les As, Albon et Tsunoda. Voilà. Bon, on va arrêter le calvaire, passage au box. On rit quand je dis que Ferrari potentiellement peut être champion du monde, et là on rit pas là. Mais il sera champion du monde, mais mieux vaut entendre ça. Verstappen. Oui, c'est ça. Voilà, monsieur le maire, soyez. Monsieur le maire, en compatit. Voilà, on ne tire pas sur l'ambulance. Alors, je propose un petit passage au box avec un petit quiz F1. Ça va soulager. Il n'en a pas besoin, Guillaume. Oui, c'est vrai. Bon, moi, je compte les points. Allez. Ça vous va? Oui. Alors, vous connaissez la formule du quiz F1. 4 questions. Si vous répondez dès la première question, vous remportez 4 points. Ensuite, la deuxième question, vous remportez 3 points et ainsi de suite. Si vous faites une mauvaise réponse, vous êtes éliminé pour la question. Et évidemment, le gain vainqueur, c'est celui qui a le plus de points à la fin de la série des 6 questions. Et si vous êtes à égalité, il y a une 7e question bonus qui est prévue. On commence. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts? Prêt. Il s'agit d'un pilote de F1. Mon père a aussi été pilote de F1. Magnussen. Non? Quoi? Kevin Magnussen. C'est bien. Non. La Team Ferrari. Nous, on doit essayer. Nous, on est obligé d'essayer. Et on fait tout avec panache. Combien? Après, c'est quoi le nombre de points? 4. Il y en avait pas 22, hein, t'avais 9. Après, on avait il y en a plein. Il y a quoi? Il y a Il y en a pas beaucoup. Rosberg. Hill, Rosberg, Verstappen, Schumacher, Villeneuve. Il y en a quelques-uns. Hein. Une question intéressante, c'est quel fils a été champion du monde après qui son lui a père? filé mes questions? C'est surtout ça la question intéressante. Alors, il s'agissait bien sûr du magnifique Danois Kevin Magnussen. Mon père donc a été pilote de F1. J'ai débuté ma carrière en F1 en 2014 chez McLaren, que connaît bien mon cher Eric. En 2022, j'ai créé la surprise avec une pole au Grand Prix du Brésil. C'était énorme cet épisode et je suis Les images étaient hyper émouvantes. et je suis un pilote danois. Indépassable, Kevin Magnussen, un autre pilote de F1. Attention. J'ai couru pour Jordan Grand Prix Williams et Toyota. J'ai couru pour Jordan Williams et Toyota. Vous avez bien compris c'est pas un pilote qui est encore sur la grille aujourd'hui. Ça c'est sûr, il n'y a plus Toyota. Donc déjà... Il n'y a plus Jordan non plus. Et Williams, on peut poser la question. Eric, c'est Eric qui sait la réponse. J'ai remporté 6 courses. Je suis monté à 27 reprises sur un podium et décroché 6 pôles. J'ai remporté 6 courses. Je suis monté à 27 reprises sur le podium et j'ai décroché 6 pôles. Juan Pablo Montoya. C'est pas loin, mais c'est pas lui. Jarno Trulli. C'est pas loin, mais il n'a pas couru chez... Si, il a couru. Pas chez Williams. Chez Williams. On me surnomme, attention messieurs, Monsieur Frère. Je sais qui c'est, c'était l'autre. Tu peux pas t'éliminer, Monsieur Frère. Mais oui, Ralf Schumacher. Ralf Schumacher. Qui a répondu Ralf Schumacher? Allez, tu le donnes. Donc 2 points, 6 points pour... Non, c'est 2 points là. C'est 2 points. Ok. Et mon frère a été 7 fois champion du monde, il s'agissait bien sûr de Ralf. C'était deuxième, j'hésitais entre ces deux-là, Trulli et Ralf Schumacher. J'étais pas sûr que Ralf avait roulé. C'était un piège, je savais que tu allais dire Trulli. Et Ralf qui n'a pas été tendre encore avec Horner. J'ai pensé à Trulli aussi. C'est une ordure, Ralf, c'est une ordure. Mais pourquoi c'est une ordure? Parce que dès qu'il parle, c'est pour dire de la merde. Non. Dès qu'il On ne peut pas balancer le drapeau jaune pendant le quiz F1, c'est pas grave. Un autre ancien pilote de F1. J'ai été le coéquipier d'Ayrton Senna chez McLaren. Prends des risques, mais Mika Hakkinen. C'est pas loin. Je crois que c'est pas... Voilà. J'ai été débarqué de McLaren et remplacé par Mika Hakkinen. J'ai vraiment pas de chance. J'ai été débarqué de McLaren et remplacé par Mika Hakkinen. Et j'ai été le coéquipier d'Ayrton Senna chez McLaren.
Allez, je te laisse encore une chance. Non. Bon. Mon père a été champion du monde de F1. Michael Andretti. Michael Andretti, ouais. magnifique, 2 points pour notre team principal. Eh oui. Ah, là, non, tiens. Je veux créer une écurie de F1 avec Cadillac, c'est l'actualité du moment. On va voir s'il va y arriver. Il y a du pain sur la tête. C'est combien de points pour Eric là? C'est 2 points. 2 points. Et j'ai perdu la suite de me. Il doit être là. Dites-moi qu'il est là. Oui, il est là-bas. J'ai perdu, mais oui, il est passé où? Bah, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, il est là. Un ancien patron d'écurie. Mes voitures ont marqué l'histoire de la F1 par leur couleur jaune. Flavio Briatore. J'en étais sûr. Non. J'en Et étais sûr. Eddie Jordan. Eddie Jordan. Eddie Jordan, magnifique. 4 points. Ouais, Non. Et oui, c'était un piège. Et oui, et oui, il a été vert la voiture. Lassé par les critiques des pilotes, des dirigeants de mon écurie. Ah non, c'est pas ça. J'ai donné ma chance à Michael Schumacher, Eddie Jordan. Hein. Mon écurie a participé au championnat du monde de 91 à 2005. Désolé Laurent. Je suis aujourd'hui un commentateur parfois acerbe de la F1. Je crois qu'il ferait concurrence à monsieur Laurent Pantanach. C'était un piège et tu es tombé dedans. Allez, ah non, c'est pas fini, il y en a encore un autre. Un constructeur et motoriste également. Attention. Jean Todt a été l'un de mes plus brillants dirigeants. Ferrari. Ben non. Bah ouais, j'étais sûr. Hein. Mais la dernière fois, tu nous avais fait le coup. Attends, Peugeot. Constructeur ou Putain. motoriste? Il a dit Peugeot. les deux. Bah oui, Il a non, dit les deux. Ah bah, j'ai dit constructeur et motoriste. Ah, Il faut constructeur et oublier, motoriste, c'est c'est Gisgourde. ouais. Good job, bien sûr. Bien joué, Guillaume. Motoriste Guillaume. Peugeot, lassé par les critiques des pilotes et dirigeants. Alors ça, j'ai appris ça en lisant ça ce week-end. Partenaire lors du Grand Prix de France 2000, mes ingénieurs de Peugeot se mettent en grève pendant 5 minutes et refusent de démarrer les moteurs. C'est vrai cette histoire, Eric? C'est vrai. Ah, c'était chez Prost Grand Prix à l'époque, hein, souvenez-vous. Allez-y, et Prost était acerbe, et à juste titre, je pense, contre le moteur Peugeot. Je n'ai jamais remporté de victoire en F1, pourtant que c'était à un moment donné l'un des moteurs les plus puissants du plateau. Et j'ai même motorisé McLaren, Jordan et Prost Grand Prix. Il s'agissait de moteurs Peugeot. Mais c'est quoi, année quoi, 95, 13 98 à 2000. 95, ouais, voilà. Ah, après ce jeu, c'était 99, 2000. 99 Ah ouais, 2000, et McLaren est parti Non, mais chez. non, c'est avant. Les a abandonnés pour pour. chez Mercedes. Ouais, exact. Allez, dernier, on en est où au niveau des scores, les amis? Allez, Guillaume, 8 points. Ah, Donc, Camille, revient. Laurent, 6 points. Eric, 2 points. Donc Guillaume reprend la tête. Et je suis à égalité avec Laurent. Donc ce dernier pilote de F1, messieurs, va dire qu'il va être le grand gagnant de ce quiz F1. Je suis le premier pilote brésilien à avoir remporté le Grand Prix du Brésil depuis Ayrton Senna. Barrichello. Non. Ah là là. Ça. Barrichello n'a jamais Grand Prix gagné de Grand Ouais, Prix bah du Brésil. c'est Eric qui l'a, je pense. Pardon? J'ai pas entendu. Massa, oui, j'entendais pas parce que c'est pareil, j'avais déjà dit Eddie Jordan tout à l'heure, a priori. Ouais, mais on l'avait dit en même temps, Eric. J'ai entendu que tu l'avais. Ouais. Il y a décalage en plus. Donc, Ah, ok. T'as dit quoi? Il a dit Massa. Philippe Massa et il a trouvé. Oui, bien oui, sûr. oui. J'ai couru pour Sauber, Ferrari, Williams. Donc, c'était 4 points, hein, d'accord. J'ai été victime d'un grave accident au Grand Prix de Hongrie, malheureusement en 2009, et j'attaque en justice la F1 pour m'avoir Ah oui. volé mon titre. Ouais. Petite réaction à cette action en justice, messieurs. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Non, mais c'est vrai que c'est pas. Enfin, les faits sont pas totalement délirants, quoi. Non. Effectivement, si on ravalait juste rapidement, si on retire en fait le Grand Prix de Singapour des résultats, Bah oui. bah, c'est Massa qui est premier, quoi. Et comme ce Grand Prix a été truqué par notre ami Flavio Briatore. Chez Renault. Non, Tu sais, le favoriser- ancêtre pour d'Alpine. pour favoriser Alonso. Mais Pour favoriser Alonso, ouais, Oui, c'est oui, vrai. hein. et non. Eh Je oui. crois qu'Eric voulait réagir. Ah. Mais- Oui, je crois que si on retire le Grand Prix de Singapour, Massa n'est pas champion du monde, puisque ça donne un point de plus à Hamilton. Alors, c'est quoi du coup le fondement de la plainte? Non, il veut annuler le Grand Prix. Il veut annuler le Grand Prix. Le fondement, il est. Non, il veut annuler le Grand Prix. Il est dommageable parce que on parle d'une compensation financière de 2,5 millions $, s'il a été champion, de 1 million par-ci, 1 million par-là. Au final, la facture, il demande 81 millions de dollars Ah de oui. dédommagement.
Donc, je pense que vous avez compris où est le fondement du raisonnement. Oui, puis on lui a quand même un peu volé son titre, c'est vrai, quand même. Moi, je trouve personnellement. Mais j'ai revu les images, là. J'ai revu les images ce week-end. Parce que de temps en temps, ça tourne. Non, c'est son père qui est terrible. C'est son père qui sont en train de le fêter. Et son père, à un moment donné, il s'arrête net. Ouais, c'est horrible. Les autres continuent à sauter. Et lui, il voit. Et en plus, c'est le chaos. Hein. Sur la piste, c'est le chaos. Hein. C'est quoi? C'est Timo Glock qui laisse passer Vettel. C'est le chaos. Et le père, il regarde, il est. C'est terrible, c'est terrible. Quand on dit que Ferrari triche, hein, Timo Glock, quelle nationalité? Allemand. Tu l'as déjà dit. Oui, bon, allez, mais c'est bien de leur dire. Allez, à la demande spéciale de Monsieur Don Camille, une nouvelle rubrique dans cette émission s'appelle la Minute Insta. Oui. Notre père à tous passe son temps tous ces dimanches sur TikTok en ce moment. Alors, chaque semaine, la Minute Insta, un moment fun volé sur les réseaux. Son écurie, en tout cas, on a choisi un premier pilote qui est très fort sur les réseaux sociaux en ce moment. Son écurie ne brille pas en ce moment, mais lui se fait vraiment remarquer sur Insta. Regardez, il s'agit bien sûr de Valtteri Bottas. I drive a very nice car. It's very fast, very shiny. But sadly, it's not built for the famous Aussie lifestyle. And I love the famous Aussie lifestyle. I love the fashion. I love the food. But mainly, I like to drive here. So this is my second car, designed for my second home, Australia. Bike rack, rod holders, roof racks, thong storage, built-in pie oven, freshwater shower. Oh, hey Barrow. Walter is having a little shower too. Budgie Smuggler Drying System. BRS. Buck Reduction System. Mullet Aeration Technology. Check this out. That's a bird. I'm going to be busy racing my first car. So I put this baby on Uber Car Share. You can rent it for free because I am very rich already. Australia's home of second cars. Walter, I will miss you. En tout cas, bon, il mange sans frein avant qu'Audi reprenne Sauber, mais je le trouve à mourir de rire. Cet Australien, moi que ça me touche, moi que mon épouse est australienne d'adoption, qui avec sa coupe mulet, il est au top en termes de communication. En tout cas. Ouais, il est ce qui est énorme, si vous regardez la vidéo, juste regardez, en fait, il fait beaucoup de vélo, c'est un fanat de vélo, donc il porte le cycliste, et en fait, son short turquoise est plus court, et on voit la bande de bronzage agricole. Ah ouais, bronzage agricole, c'est incroyable, donc c'est vraiment le décalage jusqu'au bout, quoi, tu vois, Mais ça va même plus loin, Laurent, t'as les marques dans le dos. Ah ouais. Regarde. Mais autodérision, moi j'adore. Autre sélection de Monsieur Don Camille, regardez, c'est le doublé Ferrari, le doublé Mercedes. De quoi il s'agit, Monsieur Don Camille? Regardez. Deux commandes. Deux Ferrari, hein, deux Mercedes. Ah oui, mais pas forcément dans le même ordre. Pas dans le même ordre. Et puis la conclusion de Toto. Hein. Ce qui a inspiré ce merveilleux t-shirt que nous offrons. Je vois ça. Hein, il avait envie de se frapper, notre ami Toto Wolff. Oui. Allez, on leur souhaite de rebondir parce qu'on a besoin d'une équipe. Là, ils rebondissent sur les murs. Sur les murs. On a besoin d'Alpine aussi. Allez, on enchaîne avec les pronos du Grand Prix du Japon. Avant de découvrir vos pronos pour le prochain Grand Prix, qui a trouvé le bon classement du Grand Prix de Melbourne? On vous écoute. Donc mon anti-prono, c'est Verstappen, Pérez, Leclerc. Comme ça, ça n'arrivera pas. Verstappen, pour ne pas être original, je mettrais Leclerc en 2. Ah. Et Pérez en 3. Alors, moi, c'est pareil, c'est Max en 1, Leclerc en 2. Par contre, je mets Russell en 3. Oui, donc pareil. Max, Charles et George. Voilà. Premier, Max Verstappen. Le deuxième sera toujours Checo Pérez. Et le troisième, pour faire plaisir à nos amis ferraristes, sera Charles Leclerc. D'accord, Verstappen, il faut le mettre premier. Deuxième, écoutez bien, Norris. Troisième, Piastri. Pas loin. Hein. Je suis pas loin. T'es pas loin. Je suis pas loin. Mais quand même, personne n'avait vu la défaite de Verstappen. C'est vrai que moi je l'avais dit, je choisis Verstappen pour pas qu'il soit là. Parce que je suis l'anti-pronostic. À chaque fois que j'ai fait un truc, j'ai jamais. Bon, tu vas nous le tiens dans un instant. Guillaume, on va commencer par Guillaume. Quel est ton pronostic cette semaine pour le Grand Prix du Japon? Verstappen, Sainz, Pérez. Il n'y aura pas de tir-off, de choses comme ça?
On n'espère pas. Très bien. Laurent. Donc moi, je ne veux pas voir Verstappen numéro 1. Donc comme en fait, je suis l'anti-prono à chaque fois, je me plante. Donc je vais mettre Verstappen. OK. Verstappen, Perez, Sainz. Allez. Sainz. Je veux le prono de... On a Nadia. Nadia, le prono, un prono. Allez, un prono. Il faut surtout un micro. Non, mais on va lui dire. Donne-nous un prono, ton prono. Elle n'a pas de micro. Ouais, on va lui dire, on va dire ce qu'elle nous dit. Je vais mettre Verstappen, Verstappen, Sainz et Russell. Sainz et Russell. Verstappen, Sainz et Russell pour Nadia. Monsieur Eric, en duplex. Je crois que je vais faire comme Laurent. Je vais faire Verstappen, Perez, Sainz. Donc un doublé Parce Honda. On est sur les terres de Honda quand même, donc Un je pense doublé Honda. que Red Bull va faire attention. Et puis petit Tsunoda qui, on n'a pas dit, mais a super performé encore cette semaine. C'est incroyable. Pépone, votre prono pour le Grand Et Prix. moi, je reste dans la dynamique positive de Ferrari. Donc Charles, Carlos, oui. Max. Boum. Ah oui, carrément. Non, mais attends, La c'est bon. plein, là. La seule fois. Là, il Non, plane, mais- là, ça y est, là, Ah, ils sont là, ça y est. Attends, Ils ont pris, attends, ils ont pris la Moi, c'est confiance. l'inverse de- la seule fois où j'ai pas mis en avant Ferrari, Ouais, ils ont c'est gagné. vrai, C'est l'inverse. Donc là, c'est bon. Bah justement, Non, mais continue. là, je veux y croire. Donc, Camille. Je veux pas me planter. Allez, je vais aider Charles. Hein. Charles, Alors, Verstappen, Charles, Carlos. Alors, Verstappen, Charles, Carlos. Ok, et de mon côté, Verstappen, bien sûr, terre d'Honda. Leclerc en second et Norris en troisième. Et puis j'espère que Norris arrivera à grappiller un petit peu, hein, parce que bon, voilà, je me prépare à la retraite peu à peu d'Alonso, hein, parce qu'il va falloir que je trouve un nouveau chouchou pour l'année prochaine. Voilà, c'est la fin d'On refait la F1. Merci. C'est un aveu, c'est un aveu. c'est un Eh aveu. oui, merci de l'avoir Je suivi, pensais que les tu aurais amis. pris Piastri, en fait. Non, on se retrouve dans 2 semaines, le lundi 8 avril, pour un débrief complet du Grand Prix du Japon. On refait la F1, c'est tous les lundis soirs, après chaque Grand Prix. Et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite à vous abonner, bien sûr, à notre chaîne YouTube On refait la F1, puisque désormais l'émission ne sera plus à terme sur la chaîne de Refait le Mac. Donc cliquez bien sur le petit bouton et n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce. Merci encore pour votre fidélité et à la semaine prochaine. Non, dans 15 jours, rendez-vous le 8 avril pour le Grand Prix de Suzuka, peut-être avec Nadia, avec nous en plateau, qui sait. À la semaine prochaine. Salut.